Alors, je me présente, moi je m'appelle Adrien Brégère, je suis chargé de mission sur les questions de travail social et de participation. J'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à cette séquence d'échange qui va durer à peu près 1 heure et demie. Elle a pour objet le confinement et les pratiques d'accompagnement de personnes en usage de drogue. En effet, on a vu que durant la période les deux derniers mois qui ont lieu, on a vu beaucoup de pratiques se réaménager, beaucoup de nouveaux partenariats parfois se construire, beaucoup de nouvelles manières de considérer le sujet des addictions. Et on considérait avec notre partenaire historique, qui est la Fédération Addiction, qu'il serait nécessaire de prendre un temps vraiment de bilan pour regarder un peu ces pratiques, prendre le temps de les comprendre et de les analyser et voir éventuellement en quoi elles pourraient nous guider pour cette période de l'après qui commence maintenant. Et voilà, ce qu'elle nous apporte pour une pratique à plus long terme de l'accompagnement de ces personnes-là. Donc, sont présentes aujourd'hui parmi nous des personnes issues de nos deux réseaux respectifs. Donc, le réseau de la Fédération des acteurs de la solidarité, des acteurs qui viennent plutôt du champ de la veille sociale, de l'hébergement et de l'accompagnement. Et du côté de la Fédération Addiction, beaucoup d'acteurs qui ont déjà une vraie spécialisation sur ces sujets-là. Et du coup, c'était intéressant pour nous, encore une fois, de pouvoir croiser ces différents regards, qu'on puisse partager des regards très différents. Donc là, il va y avoir 3 temps en fait aujourd'hui de partage. Il va y avoir un premier temps où on va passer la parole à 3 acteurs qui ont chacun pu porter un regard clé sur la période qui a eu lieu, parce qu'ils viennent de secteurs et de modes d'intervention différents. Il y aura un deuxième temps où on reprendra les questions que vous avez pu nous poser en préparant les échanges d'aujourd'hui. Vous nous avez envoyé un certain nombre de questions, donc on les a rassemblées, on les a resynthétisées et ces questions leur seront posées à la suite de ça. Et à la suite de ces échanges-là, il y aura de nouveau un moment où là, on vous demandera de vous manifester par le chat pour pouvoir poser des questions qui, elles, vous viendraient durant cet échange-là. Voilà, avant de passer la parole à toi, Lorraine, pour que tu puisses éventuellement présenter les intervenants, je voulais juste vous rappeler que cette séquence, on va quand même essayer de capitaliser dessus et donc elle fera l'objet d'un enregistrement. Donc, auquel cas, s'il y avait un moment donné ou une question que vous poseriez ou une séquence sur laquelle vous voudriez revenir ou qu'elle ne soit pas diffusée, on vous remercie de revenir vers nous par voie de mail pour nous le signifier. Voilà, bah écoute, on se retrouve à différents moments de l'échange à tout à l'heure. Moi, je passe le bâton de parole à Lorraine. Merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup donc à tous ceux qui nous ont rejoints de participer à ce webinaire en visio. Donc, je suis Lorraine Collard, je suis responsable de mission à la Fédération Addiction, en charge de la vie fédérale et des partenariats. J'en profite juste pour vous indiquer que pendant l'ensemble du webinaire, je vais vous demander de garder vos micros fermés tout simplement parce que nous sommes 61 et que ça évitera donc les interférences, évidemment, à part lorsque vous parlez, lorsque vous interviendrez pour ceux qui interviendront. Voilà, donc je vais vous présenter les 3 intervenants qu'on a aujourd'hui pour aborder cette question donc des articulations exceptionnelles et puis des pratiques liées au confinement. Donc, on va accueillir tout d'abord Catherine Delorme, qui est directrice d'une structure résidentielle à Paris, qui interviendra aujourd'hui au titre de sa vice-présidence de la Fédération Addiction, puisque c'est elle qui est référente du partenariat FAS Fédération Addiction depuis de nombreuses années maintenant, et qui donc va vous présenter un petit peu les enjeux de ce partenariat fédératif à l'heure de la crise sanitaire et l'ensemble des éléments qu'on a pu porter en commun à cette occasion. On accueillera ensuite Martine Lacoste, qui est donc également membre du bureau de la Fédération Addiction, mais qui interviendra aujourd'hui à son titre de directrice de l'association régionale Clémence Isor, qui a développé toute une série de pratiques, et elle vous en dira plus que moi, de pratiques de terrain et de ressources de sa place addictologie sur l'accompagnement des équipes et des publics pendant le confinement. Et ensuite, on aura le plaisir d'accueillir les membres de l'équipe de l'association Avitarel, qui gère un CHRS et un CHU à Montpellier, et qui nous parleront également, eux, de leur point de vue, donc hébergement, accueil et insertion, donc via le CHRS et le CHU, des nouvelles pratiques et des pratiques courantes qu'ils peuvent avoir sur cette question particulière de la prise en compte et des addictions et de la stratégie liée au confinement.
Voilà, donc on vous précisera bien, donc on souhaite répondre au maximum aux questions que vous avez bien voulu nous poser, nous faire part lors de votre inscription. On les a regroupées, certaines, il y en avait quand même beaucoup, donc certaines sont plus du ressort de choses de type formation, donc c'est vrai que là en 1h30, ça va être un peu compliqué de vous donner des éléments étayés sur des enjeux de formation, mais on pourra y revenir, et puis on a une offre de formation complémentaire de toute façon, sur laquelle on pourra vous communiquer plus précisément des éléments. Voilà, si ça vous convient, je vous propose qu'on passe la parole directement à Catherine Delorme pour qu'elle nous fasse le point sur ce portage fédératif, et surtout n'hésitez pas à utiliser le chat puisqu'on veille en parallèle sur vos questions. Merci beaucoup, et donc je passe la parole à Catherine Delorme. Eh ben merci, Catherine, merci si tu Laura. nous entends. Oui, et vous m'entendez? Oui, ok, d'accord. Bon, merci Lorraine pour cette introduction. Donc effectivement, rappeler peut-être dans ces 10 premières minutes, là, dans le temps imparti, avant de rappeler la question des enjeux, peut-être rappeler un peu les niveaux et les temps de ce partenariat que Adrien, vous avez bien fait de qualifier d'historique, puisqu'en effet, il remonte quand même à quelques années, avec plus récemment 2 temps forts dans la formalisation, puisque nous avons inscrit notre convention partenariale entre les 2 fédérations à la fin de l'année 2014 pour se donner un peu plus conjointement des objectifs un peu plus resserrés de travail ensemble. Il y a eu 2 temps forts au niveau national. Il y a eu la parution du guide commun qui s'appelle Addiction et lutte contre les exclusions. Donc, à l'époque, la FAS s'appelait encore la FNARS, mais en tout cas, il s'agissait bien des mêmes acteurs. Et donc, c'est un guide qui se compose de 2 parties pour les rares qui ne l'ont pas encore lu, mais bon, ça va vite se résoudre. En tout cas, la première partie qui était plus une partie théorique où on s'est redonné un certain nombre de définitions, d'autant plus que le secteur, je dirais, de l'hébergement, de l'insertion par l'activité économique et donc par l'hébergement venait aussi de se réformer avec des lois importantes qui ont constitué la refondation du secteur. Et puis du côté de la dictologie, une réforme aussi importante puisqu'elle consacrait justement le principe de la dictologie et qu'elle venait s'inscrire dans un processus où on a longtemps considéré la clinique selon 2 grandes approches. D'un côté, l'alcool, de l'autre, les drogues, entendez les substances illicites, pour arriver à quelque chose de commun, c'est-à-dire une clinique commune de la dictologie, de toutes les addictions, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de travailler sur les spécificités de chacun. Donc, ce travail-là nous a permis réellement de nous rejoindre sur un certain nombre d'objectifs. Celui qui nous est commun, c'est l'accueil. C'est l'accueil, puisqu'on est tous en situation d'accueillir et on partage aussi cette notion d'inconditionnalité. Avec toutes les limites qu'on y voit, on a produit un certain nombre de réflexions aussi en commun là-dessus. C'est-à-dire que se poser les questions de l'inconditionnalité, c'est d'emblée aussi se poser les questions des conditions de cette inconditionnalité. On a beaucoup réfléchi à ces questions-là. Et du coup aussi, la question de l'accueil, de l'inconditionnalité et de l'amélioration du parcours des publics avec lesquels nous intervenons, auprès desquels nous intervenons. Donc, ce premier guide nous a permis de nous resituer sur ces notions-là. L'autre partie de ce guide est tout à fait intéressante puisque ce sont des pratiques que les uns et les autres, d'ailleurs certains d'entre vous y ont participé, ont pu mettre en exergue et qui consistaient justement à dire mais comment on prend en compte à la fois un parcours de soins, à la fois un parcours de vie dans quelque chose qui relève réellement de l'accompagnement global, c'est-à-dire qu'on prend en compte la personne dans tout ce qu'elle est et dans tous ses besoins, et puis on vient comme ça y travailler, y agréger des expertises spécifiques qui permettent de ne pas conditionner le soin à l'insertion ou l'inverse. Vous savez, cette fameuse théorie en escalier, soigne-toi d'abord avant d'aller travailler ou trouve déjà un logement avant d'accéder aux soins. Enfin, voilà.
des aspects qui, on le sait, on l'a éprouvé sur le terrain, sont pas tellement probants et qui nous ne permettent pas en plus vraiment d'atteindre cet accueil inconditionnel. Donc, ce premier temps fort. Le deuxième temps fort, il a vraiment… alors, je rappelle pour Cécile Méjeanne, du coup, le titre. Je peux même montrer la couverture, vous voyez, c'est mieux que dans une émission littéraire. C'est donc Addiction et lutte contre les Addiction et lutte contre les exclusions, travailler ensemble. Et un an après, enfin non, en 2017, pardon, on a aussi réalisé donc une journée nationale qui s'appelait l'accueil inconditionnel, défi des consommations. Donc, vous voyez, le thème était complètement lancé. Et ce qui me permet de rappeler les enjeux que nous avons eus depuis plusieurs années et qui se sont évidemment plus particulièrement concentrés dans cette période confinatoire, allons-y, dans cette période confinatoire où, bien entendu, on s'est retrouvé confronté à des limitations de circulation, à des limitations d'accès à un certain nombre de produits essentiels, de traitements spécifiques, de traitements stupéfiants, etc. Et où, bien évidemment, là, les pratiques d'accompagnement se sont trouvées totalement impactées avec ces réalités, d'avoir des publics qui étaient pour les uns consommateurs, pour les autres consommateurs à risque et des publics dépendants d'un certain nombre de substances, d'un certain nombre de comportements qu'il a fallu accompagner à la fois dans des prises de risques et à la fois pour justement limiter ces risques. Alors, juste pour peut-être finir sur on va pouvoir commencer à tirer les premiers éléments du bilan de cette période-là. Nous sommes au début d'un redéploiement très progressif de nos activités. Il y a un certain nombre d'enjeux qui, en plus de la manière dont on a accompagné les consommations, dont on a contextualisé nos pratiques professionnelles qui vont s'ouvrir aussi à nous, c'est la manière dont on va pouvoir aussi permettre à ces populations qui sont les plus éloignées du soin, les plus éloignées des mesures de prévention, de pouvoir accéder aux tests. Vous avez été un certain nombre aussi à nous poser la question, de pouvoir aussi donc tester pour mieux prendre en compte, reconfiner, accéder à des mesures alors de traitement pas encore du côté de la guérison. Mais voilà, donc là, les enjeux qu'on a retrouvés ensemble, c'est comment des pratiques qu'on avait inscrites ces dernières années autour principalement des questions de formation réciproque, des questions de réduction des risques, des questions de gestion des consommations dans les hébergements, mais aussi en milieu ouvert. Je pense notamment à tout le secteur de l'activité, de l'insertion par l'activité économique. Comment nous avons réussi à travailler ensemble à des approches qui n'étaient pas justement des approches conditionnées, mais plutôt des approches graduées, des approches intégrées, chacun dans son champ de compétences, parce qu'en fait, ça ne fonctionne que comme ça, mais ça fonctionne aussi par le fait que chacun comprend mieux le champ de compétences de l'autre, comprend mieux comment on va venir mobiliser le partenaire, l'expert en addicto, l'expert dans l'insertion, et c'est là que on a réussi à esquisser, à mettre en œuvre, plus qu'esquisser, à mettre en œuvre à plein d'endroits des pratiques qui se sont révélées ô combien utiles dans un milieu, dans une période hyper contraignante qui ne nous permettait plus de nous arranger ou de nous sentir impuissants face à des comportements, à des réalités qu'on avait à gérer, puisque les personnes là, vraiment chez nous et sous notre responsabilité, et qu'on avait vraiment à les accompagner pour éviter que aux problèmes qui étaient liés au confinement ne se surrajoutent d'autres problèmes qui sont liés aux consommations, à la difficulté d'accéder aux produits, ou à l'inverse, à la difficulté d'accéder aux mesures de réduction des risques. Voilà peut-être brièvement les quelques points dans la mesure des enjeux et dans ce que nous avons eu et dans ce que nous avons toujours à travailler plus étroitement. Merci beaucoup, Catherine, pour ce point de rappel et de mise en
en contexte. C'est vrai qu'on a vu depuis quelques mois maintenant un certain nombre de pratiques nouvelles se mettre en place ou des émergentes se renforcer, qui correspondent effectivement assez largement aux besoins liés à la crise, mais aussi plus globalement. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe la parole directement aux deux autres intervenants, donc là, Martine Lacoste, et puis on reviendra sur les questions, comme tu le disais, Adrien, par la suite. Donc, Martine, je te laisse la parole, si tu peux brancher ton micro pour nous présenter la pratique de Clémence. Merci Lorraine, merci Adrien, merci à Catherine pour cette introduction qui, comme d'habitude, est précise, synthétique et ouvre de très larges portes. Et puis je veux remercier vraiment, je suis très heureuse de revoir Stéphane Bribard, qui a été un de nos invités d'une conférence à la Fédération Addiction aux Journées de Paris, voilà, notamment sur la question des adolescents et de la question des risques. Donc, ça me fait très, très plaisir de vous revoir. Je n'ai jamais goûté de votre engagement, mais là, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Donc, très concrètement, puisque c'est l'exercice qui m'a été demandé, en 10 minutes, je vais essayer d'être rapide et précise. Donc, je dirige à Toulouse un centre de soins en addicto, je dirige un centre d'accueil, d'accompagnement de réduction des risques, aussi un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Nous avons aussi monté le fameux programme Un chez soi d'abord, Un chez soi d'abord dit adulte, et plus récemment, Un chez soi d'abord pour les jeunes de 18 à 22 ans, puisque la focale s'est un petit peu rétrécie, mais j'ai des affinités fortes avec la FNARS, puisque j'ai été vice-présidente de la région pendant un certain nombre d'années, voilà, et que je reste très attachée à cette fédération. Donc, je suis bipolaire. Donc, voilà. Pour ce qui est de la concrétisation de ce programme, bien sûr, le mot-clé, Catherine l'a dit, c'est le terme de confinement. Bien sûr, confinement, enfermement, et pour certains, ce terme a résonné de façon très, très particulière. Alors, on doit regarder confinement et précarité, que je mets au pluriel, et confinement et addiction. Confinement et précarité, ça a voulu dire, si on voulait être un peu intelligents tous ensemble, c'était de voir que tout le monde ne pourrait pas avoir la même réponse. Un certain nombre de personnes ont été en centre d'hébergement et sont restées confinées. D'autres sont allées dans des centres de confinement dédiés. Et une autre partie du public ne voulait ni aller dans ces centres d'hébergement et ne pouvait pas non plus rester à la rue. Donc, c'est ceux que je nommerais les plus jeunes, les squatteurs un peu, les jeunes à la rue et les grands précaires. Voilà. Donc, nous avons eu dans notre programme, on va dire, 3 orientations. Ces 3 orientations, elles permettaient de répondre justement à la diversité de ces situations de précarité avec un S. Mais je vais vous expliquer. Le deuxième point, c'est bien sûr la question confinement et addiction. Confinement et addiction, ça pose 3 questions. Le premier, c'est les risques du manque. Quand on est confiné, on ne peut pas sortir, on peut être en manque de produits. Et plus on est en manque de produits, plus on est mal, évidemment. Ensuite, il y a les risques de surconsommation. La peur du manque fait la surconsommation. Et enfin, la question des risques psychologiques qui pouvaient être associés, préalables ou associés, à ces questions de manque et de surconsommation. Alors, on va dire qu'un des outils que nous avons pu mettre en œuvre de façon absolument évidente, c'est celui de la réduction des risques. La réduction des risques, c'est une philosophie, Catherine l'a dit, elle repose sur l'accueil inconditionnel, elle repose sur l'inconditionnalité de l'arrêt des substances pour pouvoir s'occuper de quelqu'un, accueillir quelqu'un, et elle repose aussi sur l'auto-évaluation des risques et une démarche proactive, on va dire, de l'usager, avec qui nous pouvons faire cette évaluation. Bien sûr, là, nous étions à la fois sur une évaluation des consommations, mais à la fois sur une évaluation du risque qu'ils voyaient pour eux-mêmes face à cette pandémie. Elle a eu des effets pour nous tous, évidemment, et donc, évidemment, pour eux. Alors, après le confinement et précarité, après confinement et addiction, j'essaye de faire du plus vite possible. On a donc déposé 2 projets, l'un qui s'orientait vers les lieux dédiés, donc les centres d'hébergement et les centres de confinement, et un second qui était beaucoup plus alternatif, qui était d'imaginer des lieux pour des publics qui ne pouvaient pas rentrer dans les 2 autres. Voilà, c'est-à-dire de tricoter des choses à la marge, et ça a été la deuxième partie de ce programme.
quels ont été les principes de l'action? Les principes de l'action, c'est de penser et d'accepter l'idée, comme pour nous tous, que la protection de chacun, la santé de chacun, c'était la protection de tous. Principe fondamental. Deuxième principe, c'est de penser il fallait réussir ce confinement. Voilà. Et le réussir pour tous, bien sûr, pour tous. Pour réussir ce confinement, il fallait un certain nombre de qualités. D'abord, sécuriser la consommation, sécuriser la question des consommations. Le deuxième principe était de lutter contre un certain nombre de représentations. C'est vrai que pour les acteurs sociaux, parfois, l'usage d'alcool, l'usage de substances psychoactives est agrégé à la question de la violence, du vol, du trafic, donc des problèmes par rapport à des groupes. Et la deuxième, il y a aussi des représentations pour les usagers lorsqu'ils sont accompagnés par des équipes. Là, pour le coup, c'est la peur d'une certaine maltraitance, le fait de ne pas pouvoir sortir, le fait de se situer dans une frustration qu'ils ne pourront pas accepter. Donc, au fond, quelque chose qui, pour un certain nombre d'entre eux, était connu lorsqu'ils ont été en incarcération. Et on a dû travailler sur ces deux points de représentation parce que celle des usagers était aussi extrêmement importante. Un autre point des principes, c'était celui du respect de la confidentialité partagée. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, on y répondra plus tard, sur la question du secret partagé. Je ne vais donc pas le développer à ce point, mais en tout cas, c'était un point important, cette confidentialité partagée. Autre principe, soutenir les équipes pour pouvoir autoriser des pratiques innovantes. Et ça ne va pas de soi. Je dirige un centre d'hébergement et il est clair que les consommations sur un centre d'hébergement, classiquement, sont interdites. Voilà, les gens sont là en phase de réinsertion. Et Catherine le disait tout à l'heure, bien évidemment, on progresse avec ça depuis pas mal d'années, mais quand même, la réinsertion et les consommations, c'est quelque chose qui ne fait pas bon ménage. Or, pour le coup, là, on n'était pas en phase de réinsertion, on était en phase de protection. Donc, c'est cette notion d'autorisation. Et ce qui m'a semblé important, en tout cas pour notre projet, pour Toulouse, c'était que la préfecture, la direction départementale de la cohésion sociale et l'agence régionale de santé soient impliquées. C'est-à-dire que les présidents d'associations, les équipes elles-mêmes, ne se sentent pas toutes seules à prendre le risque d'accepter des consommations sur les lieux, avec peut-être des problèmes qui auraient suivi ces consommations. Donc, nous avons réussi ce pari, et ça, c'est vraiment un plus. Et il se trouve que dans la réussite de ce pari, la DIAL a elle aussi proposé un texte, auquel d'ailleurs nous avons contribué au titre de la fédération, sur la réduction des risques dans les centres d'hébergement et les lieux de confinement. Donc, c'était un texte qui venait adouber non pas les seules actions de la Haute-Garonne, mais pour le coup, pour tous les centres d'hébergement, pour tous les lieux de confinement et dans toute la France entière. Ceci dit, c'est un progrès. Et comme on parlera d'avenir évidemment, c'est un progrès que nous souhaitons bien évidemment pouvoir conserver et qu'il ne soit pas conjoncturel. Autre progrès, aussi porté par la DIAL, un texte par rapport à la question de l'accompagnement des plus en précarité, où on nous a permis, entre guillemets, de faire de l'alternatif, d'accompagner des squats comme de lieux de confinement, d'accompagner des petits endroits, des petites niches écologiques que s'étaient trouvés des groupes de jeunes, et aussi de pouvoir en créer grâce aux accompagnements de la mairie qui a prêté un lieu ainsi que des campings. Voilà. Donc, encore un autre principe qui était celui de l'autorisation à entrer dans le principe et la philosophie de la réduction des risques. Mais je le répète, au plus haut niveau, et nous avons eu par écrit ces autorisations de validation de la méthode. Voilà. Ensuite, dans les principes, il fallait à la fois que personne ne se sente délaissé dans cette affaire, pas plus une équipe, si nous n'avions travaillé qu'avec le résident, pas plus un résident si nous n'avions travaillé qu'avec l'équipe, et en même temps d'être en capacité de travailler sur un principe de santé communautaire lorsqu'il y avait des groupes autonomes, si j'ose dire. Voilà. Santé communautaire, ça veut dire comment on réfléchit à cette question des consommations tous ensemble, ce qui était
un peu plus difficile sur les centres d'hébergement, mais là je répète, un accompagnement conjoint à la fois du résident, à la fois de l'équipe et ensemble. Voilà. Et ça a été vraiment un principe qui a très très bien fonctionné. Alors, ça c'est la partie du programme, celle qui a été faite avec les centres d'hébergement et les centres de confinement. C'est Clémence qui l'a monté avec les porteurs de ces lieux en partenariat, et j'emploie le terme, avec eux. Sur la mise en œuvre des accompagnements dits alternatifs, nos partenaires ont été le SIAO et l'équipe mobile sanitaire et sociale. Et ça a été magnifique parce que les équipes connaissent les gens à la rue, le SIAO connaît les besoins et nous avions en quelque sorte les capacités de cet accompagnement sur la question des consommations. Je dois dire que le programme se continue, nous espérons le plus longtemps possible, mais ça n'a pas l'air de pouvoir tenir très longtemps, c'est bien dommage. Les gens ont très peur d'être sortants. Et en tout cas, ce partenariat fonctionne vraiment au mieux. Alors, quelle est la mise en œuvre concrète? Je vous l'ai dit, 2 programmes distincts qui ont fait valoir 2 autorisations distinctes. Nous avons procédé par un système d'auto-évaluation avec les personnes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils consomment habituellement, à partir de quel moment ils se sentent le moins mal possible, à partir de quel moment ils sentent qu'ils ne maîtrisent plus du tout les consommations. Donc en gros, comment consomment-ils, combien consomment-ils, et nous avons fait avec eux une évaluation des risques à la fois singuliers et à la fois des surconsommations dans la communauté. Là encore, et de façon assez étonnante, à part 2 dérapages, ce qui est très très peu, cette mise en responsabilité de l'usager a été vraiment un point extrêmement déterminant dans la réussite. Ensuite, bien sûr, nous avons monté des dialogues entre le CHRS, la personne et nous-mêmes, chaque fois des dialogues du coup médiatisés autour de la question des consommations. On a fait des veilles journalières, nous avions un portable en routine permanente, quasiment 24 heures sur 24. Ensuite, nous avons pu, là je dis les choses très concrètes, amener de l'alcool, du tabac et des outils de réduction des risques. Voilà, donc l'équipe partait avec le chargement, entre guillemets, le matin, parce que pour les habitats alternatifs, ils étaient loin de la ville et ils n'avaient que peu de possibilités de se procurer les consos, sauf les consommations de drogue. Là, évidemment, on n'a pas transporté, mais ils se sont débrouillés. Ensuite, bien évidemment, le matériel de réduction des risques, les masques jetables, le gel, bien sûr. Ensuite, des personnes ont souhaité profiter de ce temps pour faire une pause. Je crois qu'il ne me reste pas grand temps, 17, 24. Je peux terminer, il me resterait 2 phrases. C'est possible, je ne sais pas à qui je dois demander. Oui, vas-y, encore 1 minute. 1 minute. Encore 1 minute, Martine, vas-y. Je termine donc avec l'accompagnement vers des traitements de substitution aux opiacés grâce à un programme de méthadone à seuil adapté. Donc, on a pour le coup porté la méthadone, ils ont rencontré le médecin. Ce qui est intéressant, c'est que le personnel était pluridisciplinaire. Il y a eu des gens du centre de soins, des gens du CARUD, donc chef de service, éducateur, infirmier, médecin et psychologue. Et du coup, en fonction des situations, nous avons pu faire jouer les compétences diverses et en même temps en lien avec les partenaires. Mon dernier point était la question d'avenir et qu'est-ce que j'aimerais garder pour l'avenir, mais je pense que je vais les garder pour plus tard. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Martine. Effectivement, en plus, ça ouvre sur la discussion qui suivra. Je vous propose qu'on passe la parole au dernier intervenant de ce webinaire. Donc, il s'agit en fait de 3 intervenants de la même équipe. Donc, Yves L'Église, Caroline Lallemand et Maryline Longlade de l'équipe de l'association La Vitarelle à Montpellier qui gère un CHRS et un CHU et qui vont nous exposer comment ils ont pu adapter leurs pratiques d'hébergement durant le confinement. Je vous passe la parole. Je ne sais pas qui commence entre vous 3. Je sais que Caroline Lallemand vient d'arriver, notamment. Oui, normalement, c'est Caroline Lallemand qui commence et Yves L'Église, là. Je la vois en train de se connecter. Donc, on va vous présenter très concrètement, suite aux 2 autres intervenants, donc une action qui a été menée donc sur le CHRS-CHU de la résidence Acala. Donc, un projet pour aider au confinement des usagers
ayant des consommations de substances psychoactives. Alors, je ne sais pas si elle s'est... Ah, ça y est, elle s'est connectée. Caroline? Oui, Caroline Lallemand, c'est à vous. Oui. Si vous pouvez présenter la résidence Akala. Bon, visiblement, Caroline Lallemand a un problème de connexion, donc je vais prendre la place. Donc la résidence Akala, c'est donc un CHU, un CHRS d'hommes majeurs isolés avec des animaux de compagnie, des chiens. Donc c'est 92 personnes sur la résidence. Et donc dans cette résidence, il y a déjà depuis quelques années un travail autour des consommations qui est déjà présent, puisque dans le règlement de fonctionnement, il n'y a pas d'interdiction à consommer de l'alcool et du tabac. En tout cas dans la résidence, pas de flicage sur les consommations dans les chambres et il y a aussi un travail de réduction des risques avec un dépannage pour du matériel stérile. Donc lors du confinement, s'est posé une question importante, c'est les personnes hébergées qui ont interpellé l'équipe éducative sur leur difficulté d'avoir des ressources. Par la Manche et par d'autres dispositifs, et donc de se procurer leurs produits de consommation. Et puis, se poser la question de comment aider au confinement de ces personnes et d'apporter une réponse à ces demandes, d'autant que la tension commençait à monter. Et donc, on a commencé à réfléchir. Et donc, moi, j'ai commencé à écrire donc, un projet qu'on a construit ensemble avec donc Caroline Lallemand et l'équipe éducative. Et donc, j'avais déjà pris connaissance de programmes de gestion contrôlée d'alcool qui étaient faits au Canada. Et donc, je me suis inspiré de ces éléments-là pour écrire un projet de gestion contrôlée d'alcool en rajoutant aussi la gestion donc, du tabac et en y rajoutant aussi les substituts nicotiniques. Donc, comme il a été dit donc, sur une autodéclaration, l'équipe éducative a souhaité que le premier rendez-vous se fasse avec un addictologue. Donc, on a essayé de trouver des partenaires. Donc, moi-même, je suis addictologue, responsable médical d'un XAPA hospitalier. Et avec donc un autre addictologue de l'autre XAPA Arc-en-Ciel AMT de Montpellier, on a fait un duo pour permettre de mener cette action. On avait défini un certain nombre de choses, les doses maximum d'alcool à donner et aussi la distribution quotidienne par l'équipe éducative. Ce projet a été présenté à l'équipe éducative. Il n'y a pas eu de résistance à la mise en place. Au contraire, plutôt un soulagement. Et ensuite, ce projet a aussi été présenté donc, à la responsable du département d'addictologie du CHU de Montpellier et on a eu validation. Ensuite, on l'a aussi présenté à la DDCS et à l'ARS et nous avons eu validation par la DDCS et peu de retours par l'ARS Occitanie. Voilà, je crois que c'est à Marilyn maintenant. Oui, voilà. Vous m'entendez? Très bien. Ok. Voilà. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Marilyn, infirmière intérimaire sur Akala depuis le 1er avril. Donc, il m'a été demandé donc, de suivre aussi ce protocole qui a été mis en place, qui dans l'ensemble s'est bien passé, je dirais, parce que tous, ils ont joué le jeu dans le sens où, alors bien sûr, ils étaient dans une demande, donc 45 résidents ont signé ce protocole. Certains l'ont arrêté très rapidement parce que la base était que c'était un protocole qui était basé sur les ressources et que s'ils en avaient, le protocole s'arrêtait.
Et tous, ils ont quasiment bien joué le jeu. Et donc, certains ont arrêté rapidement et d'autres ont continué. Donc, au total, 45 résidents ont signé ce protocole, 34 de l'hébergement d'urgence, 10 du CHRS et 1 de l'hébergement hors site Akala. Dans l'ensemble, le projet donc a commencé le 2 avril, c'est-à-dire avec la visite de l'un des addictologues, le docteur Bichat ou le docteur L'Église. Et toutes les, on va dire, tous les 15 jours ou 20 jours, le protocole était révisé, effectivement, soit pour réévaluer le besoin en alcool, et puis aussi pour ceux qui n'avaient pas de ressources ponctuellement, le protocole pouvait être mis en place à ce moment-là. Ce qu'il en ressort de cela, d'une manière générale, j'ai pu faire une petite enquête et ils ont réduit leur sortie vers l'extérieur. Donc, inévitablement parce que c'était la période de confinement, mais aussi ils ont réduit leur besoin de faire la manche et leur besoin aussi de consommation habituelle. Alors, bien sûr, ce n'est pas le cas de tous, mais ils ont pu quand même certains exprimer cela. Ils ont estimé aussi qu'Akala leur a tendu la main dans une période difficile et ils ont été touchés par ce geste-là. Ils ont réduit leur consommation d'alcool et de tabac. Contrairement à d'autres qui ont éprouvé le besoin de consommer de l'alcool, il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'est le fait d'avoir vu les autres boire, donc ça leur a donné envie de boire également. Le protocole a répondu à un besoin ponctuel, donc je disais tout à l'heure pour les ressources manquantes, et aussi pour des besoins de fumer occasionnellement, parce que certains ont exprimé que ils n'étaient pas de gros fumeurs, mais ils avaient juste besoin, parce qu'il y avait la période de confinement, de fumer et étant en difficulté financière. Donc, ils demandaient aussi à intégrer ce protocole. Ce que ça a permis aussi de faire, c'est aux éducateurs de reprendre un accompagnement ou de faire un suivi sur le volet administratif et les orienter vers le droit commun, ce qu'ils faisaient déjà bien sûr auparavant, les éducateurs, mais le fait justement d'être en proximité avec eux pendant cette période de protocole, ça permettait de remettre en place certaines démarches administratives qui étaient plus ou moins interrompues à cause du confinement et de la diminution du personnel. Ce que ça a permis de faire aussi, c'est des entretiens infirmiers, bien sûr, et de programmer d'autres rendez-vous médicaux. Les résidents ont quasiment tous accepté lors des visites programmées avec le médecin que je sois présente avec ou pas un éducateur. Donc ça, ils l'ont bien accepté. Ça me permettait aussi de les connaître puisque j'étais nouvelle sur la structure. Donc le lien de confiance est établi bien plus rapidement. Et aussi une discussion bien plus ouverte sur leur consommation. Certains ont demandé également de changer leur consommation d'alcool par rapport au protocole qui était proposé, puisqu'il y avait une limite, bien sûr, en bière forte, par exemple. Le maximum était 3 bières fortes. Et certains ont éprouvé le besoin de changer en fait leur consommation de bière en plus légère pour leur permettre en fait comment dirais-je, de gérer sur une journée leur consommation. Sinon, point négatif, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, négatif, non, je ne pense pas que ce soit le terme, mais plutôt des paradoxes chez certains. Ils ont accepté donc de signer ce protocole, mais en même temps, une question, une incompréhension plutôt sur le fait de distribuer de l'alcool. Et pourtant, ils acceptaient facilement de signer ce protocole, mais c'était plutôt l'incompréhension sur le fait de distribuer l'alcool. Ils étaient un peu mal à l'aise par rapport à cette situation. Et puis, bon, j'estime aussi que les patchs n'ont pas fait l'unanimité, mais en tout cas, certains résidents ont pu, comment dirais-je, les découvrir. Et puis aussi sur
Oui, certains résidents ont eu aussi des effets indésirables avec le fait d'utiliser des patchs qu'ils ne connaissaient pas. Et ils avaient donc besoin d'avoir plus d'informations dessus. Donc ça, j'étais présente pour pouvoir leur expliquer. En gros, c'est ce que j'ai pu relever et aussi des autres personnes qui ont pu me donner des informations. Je parle des éducateurs qui ont pu me donner donc des informations, des retours sur ce qu'ils ont pu vivre. Je reprends la parole pour quelques mots de conclusion. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Du point de vue addictologique, c'est effectivement une révolution que d'aborder les choses dans ce sens-là. Et d'ailleurs, dans les expériences canadiennes, c'est ce qui est compliqué vis-à-vis des professionnels et vis-à-vis des usagers. Et donc, Marilyn l'a bien exposé sur les réflexions de certains usagers. La question de la réduction des consommations et aussi de la diminution des tensions relationnelles dans ce collectif. Et puis, un certain nombre de démarches qui ont pu se faire à la suite de cette expérience. Avec ma casquette donc, de président de l'association, donc c'est quand même un budget conséquent, autour de 10 000 € pour ces 6 semaines. Et donc, voilà, certes, un engagement conséquent de l'association sur cette action. Pour ce qui est de l'équipe, donc, un engagement rapide dans cette action, innovante, mais quand même, j'allais dire, des réflexes qui sont inhérents à tous, hein, même les spécialistes addictos, parce que ça renverse les choses et c'est pas si simple que ça de faire cette action-là. Pour ce qui est de la suite, ben je réserverai aussi, mais c'est vrai que il serait souhaitable que les autorités, enfin d'abord qu'on fasse une évaluation et puis qu'ensuite on retourne débriefer avec les différentes autorités. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très complète, très concrète et très synthétique, pour ces 3 présentations synthétiques. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez surtout pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Hein. On veille sur le chat, on les prendra de manière tout aussi synthétique, j'espère, après la première phase de discussion. Donc, je vous propose qu'on commence par adresser l'une des questions qui nous a été remontée en amont à Catherine Delorme. Donc, cette crise, Catherine, cette crise va-t-elle permettre de voir l'émergence et renforcement de certaines mesures, notamment de réduction des risques avec la question de l'hébergement adapté? Et dans quelle mesure peut-on espérer, imaginer ou mettre en place des choses pour que ces actions soient pérennisées pour celles qui ont commencé à se mettre en place, donc en lien aussi avec ce que vous disiez, hein, le regard tourné vers l'avenir, autour que ce soit des hébergements adaptés, que du maintien des TSO dans leur configuration actuelle, que de la gestion des consommations en interne. Et les 2 fédérations peuvent-elles s'engager à soutenir ces initiatives? Voilà un petit peu pour les questions. Catherine, est-ce que tu peux prendre la parole? Oui. Alors, je dirais que d'une part, ça dépendra, pas que, bien évidemment, mais ça dépendra beaucoup de nous. Et d'autre part, les 2 fédérations sont déjà activement au travail, puisqu'elles ont co-signé une note de proposition qui a été adressée à la fois à nos interlocuteurs classiques du côté de la cohésion sociale, de l'ARS, etc., pour justement identifier à la fois les enjeux de sortie de crise, mais aussi la nécessité de pérenniser un certain nombre de mesures. Alors, rapidement, quand je dis que ça dépendra de nous, c'est que je pense que les pratiques professionnelles qu'on avait élaborées ensemble, autour notamment, j'emploierais plutôt le terme de gestion des consommations plutôt que de diminution des consommations, même si la diminution peut être une option, mais plutôt en termes de gestion des consommations, de réduction des risques, de tous les risques, d'ailleurs, et y compris de réduction des risques
de violence, des risques à l'intérieur de nos établissements, hein, aussi bien, là je parle aussi bien des établissements qui gèrent des hébergements à visée d'insertion que le soin résidentiel. Je pense que toutes ces pratiques qu'on avait parfois timidement essayées à certains endroits, à d'autres qu'on avait totalement expérimentées, la situation de confinement, on le voit bien, a mis un coup de booster, a mis un coup de starter sur ces pratiques-là, puisqu'on ne pouvait plus repousser à demain justement la considération du fait que il était urgent de ne plus interdire, pour reprendre un vieux slogan. Donc, je dirais que la pérennisation de ces mesures-là dépendra de notre capacité aussi, nous, à prolonger ces pratiques, à continuer de les échanger, à continuer de nous former les uns les autres sur les territoires et à continuer aussi d'intervenir. Comme l'a dit Martine, je crois que ce qui est important, c'est aussi de pouvoir s'assurer un certain nombre de garanties en fonction de nos champs d'expertise. Et le fait de pouvoir se dire, j'autorise dans ma structure, et j'ose travailler sur un accompagnement des consommations en laissant finalement à la responsabilité des usagers, alors aider, accompagner évidemment, mais à la responsabilité des usagers, le fait d'apprécier leur niveau de consommation, les modalités de leur consommation, mais je ne vais pas le faire tout seul, parce qu'en effet, c'est compliqué, parce qu'il y a des questions aussi de responsabilité des structures, toutes ces questions qu'on a déjà pu aussi aborder, en tout cas on les a beaucoup abordées au sein de la Fédération Addiction autour de l'accompagnement de tout type de consommation, y compris d'ailleurs de l'accompagnement à l'injection. Mais même si après on a des vraies spécificités qui sont notamment liées au statut légal des produits, c'est avant tout une question de posture. Donc c'est, je pense, dans notre capacité à identifier les bonnes postures, à s'assurer de nos bonnes postures, qu'on aura les conditions d'une pérennité et qu'on pourra du coup proposer d'inscrire ça, je dirais, en routine, dans la normalité, dans un contexte hors un contexte épidémique. Et puis l'autre partie, ça va être évidemment ce qu'on va pouvoir continuer d'appuyer au niveau politique. Et là, les deux fédérations sont déjà au travail là-dessus, puisque alors dans la diffusion, dans le renforcement des bonnes pratiques, ça j'en ai parlé. Et puis aussi dans la capacité à expérimenter, évaluer, vous l'avez dit, évaluer les structures, les dispositifs, les protocoles, et puis du coup à choisir d'en pérenniser un certain nombre aussi. L'accueil inconditionnel a pu se réaliser à certains endroits. Je pense qu'il serait tout à fait utile qu'on ait les moyens de l'évaluer pour justement consolider ces bonnes pratiques et aller vers des hébergements adaptés, aller vers des changements de pratiques professionnelles qui soient aussi consolidés. Merci beaucoup. Ça fait le lien avec une question qui nous est remontée, qui est pour le coup plus peut-être à destination de Clémence Isor sur la question de l'accompagnement. Et tu le mentionnais tout à l'heure, Martine, quel type de pratique on peut envisager pour aller un petit peu au-delà du partenariat? Quels outils novateurs d'accompagnement on peut envisager pour optimiser cette période d'après-confinement et essayer d'en profiter pour maintenir ces actions, voire même les renforcer et aller plus loin dans la formation des acteurs et l'échange de pratiques, Martine? Je crois que le plus intéressant là va être ce que vient de dire Catherine, c'est-à-dire commencer par évaluer ce qui vient de se passer. Alors, ce qui est compliqué dans cette affaire, c'est que le confinement, tout le monde s'en souvient, ça a été extrêmement brutal. Et que du coup, on n'a pas mis beaucoup de critères d'évaluation au début des actions. On a des points de repère, évidemment, pour analyser après, mais pour le coup, il va falloir les construire, ces points de repère. Yves Léglise les a évoqués, l'infirmière
de la Vitarelle aussi, c'est-à-dire, pour l'instant, ce sont des constats très singuliers. Entre des constats singuliers et une évaluation un peu solide, il y a un pas qui ne va pas être simple à franchir. Voilà. Et d'autant moins facile à franchir qu'il y a à la fois de l'action en interne des centres d'hébergement, des centres de confinement, là en l'occurrence du SIAO et de l'équipe mobile sociale, et de notre CARUD et de notre XAPA. Du coup, il y aurait, à mon avis, utilité à bâtir a posteriori, et je répète, c'est compliqué, à bâtir a posteriori des critères, peut-être faut-il se faire aider par rapport à ça, des critères pour rendre visible ce qui s'est passé. Parce qu'à la fois, il y a la teneur du programme et à la fois, il y a ce qui s'est passé au plan individuel pour les usagers, au plan collectif, au plan individuel pour certains types de salariés et aussi au plan collectif d'une équipe. Après, évidemment, mesurer ce que le confinement a eu comme effet dans une ville, ça, on ne va pas aller pousser l'ambition jusque-là. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que nous avons, en tout cas pour Toulouse, réussi à confiner un nombre très important de personnes sur des modalités extrêmement diverses. Et la diversité de ces réponses peut aussi faire partie de l'évaluation. Mais malheureusement, on voit bien que tout ça va s'arrêter rapidement, sauf bien sûr pour le travail en CHRS. Là, c'est autre chose. Mais pour ce qui est des lieux alternatifs, ça doit s'arrêter le 31 mai, si j'ai bien compris. Et les lieux de confinement, idem. Donc, tous ces gens vont repartir à la rue. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est assez amer dans l'histoire. Ça n'empêche pas de poser des critères d'évaluation. Et voilà. Dans ces critères d'évaluation, le dernier point sera la parole des usagers et leur satisfaction de comment ils ont été confinés. Et ça vaudrait vraiment la peine, avant que ça ne ferme, et qu'ils repartent à la rue, qu'on leur pose quelques questions à eux sur comment ils ont vécu ce moment, qu'est-ce que ça leur a apporté, quelle expérience. Donc je verrai en gros 3 champs d'évaluation sur lesquels il sera utile, à mon avis, puisqu'il y a eu donc des partenariats, il sera utile d'être aidé à construire cette évaluation. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Lorraine, mais voilà en tout cas ce qui me vient. Bah alors de l'importance aussi d'évaluer ou en tout cas à minima de capitaliser pour montrer effectivement la pertinence de ces enjeux-là et de ces pratiques-là, ça me paraissait assez clair. Alors, après, une bonne partie du travail va totalement nous échapper, complètement d'ailleurs, quand les mecs vont repartir à la rue. C'est vrai que, comme le disait Yves Léglise, hein, ils ont été extrêmement reconnaissants. Jamais ça leur est arrivé quand même qu'on arrive le matin pour leur porter de l'alcool. Et c'est vrai, ou qu'on leur paye de l'alcool dans d'autres CHRS. Enfin, c'est la première fois de leur vie que ça arrive quand même. Donc, pour le coup, je pense que c'est aussi une expérience. Voilà. La question, elle est vraiment de ce qui va se passer dans l'avenir, et parce que nous ne sommes pas les seuls pour l'avenir. Ça a été possible grâce à des financements préfectures, grâce à des financements absolument exceptionnels, et je pense que voilà. Oui, peut-être pour compléter, peut-être une question à adresser à l'association Avitarelle. Vous avez quelque part déjà une expérience de fonctionnement qui cadre avec le principe de réduction des risques, avec un règlement intérieur sur votre hébergement qui est adapté aux consommations. Est-ce que ça pourrait peut-être être intéressant de le redécrire un petit peu et éventuellement, dans un second temps, nous dire si vous avez pu observer des changements dans le lien finalement quelque part entre les personnes accompagnées et les professionnels dans le cadre du fameux protocole que vous avez pu mettre en place. On avait des questions justement sur en quoi la mise à disposition des consommations était susceptible de faire changer le lien d'accompagnement entre professionnels plutôt du social et personnes accompagnées. Donc éventuellement, voilà une question un peu en 2 temps sur peut-être nous décrire un petit peu dans quels espaces ces consommations-là elles sont abordées, elles sont accompagnées dans le cadre de fonctionnement que vous avez de manière habituelle, et parler un petit peu de ce qu'a fait changer dans le lien avec les personnes le protocole que vous avez mis en place, s'il vous plaît. Alors, dans ce qui est du règlement de fonctionnement, donc la consommation
de l'alcool est permis sur les lieux individuels, les chambres, et ce qui est interdit, évidemment, c'est les troubles du comportement et l'alcoolisation massive avec troubles du comportement. Donc ça, c'est pour le règlement classique. Ce qu'a apporté l'innovation, c'est notamment les éducateurs ont été très surpris dans la période de diagnostic, on va dire entre guillemets, c'est-à-dire diagnostic des besoins pour avoir un peu une évaluation de ce que ça allait entraîner comme finance. Ils ont été très surpris dans la mesure où on parlait de mettre à disposition de l'alcool, de pouvoir parler très concrètement, sur les consommations quotidiennes et comment ça se passait pour les personnes. Et que ça modifiait complètement le rapport relationnel qui leur permettait d'aborder des choses voilà, du quotidien et de façon très simple. Alors qu'avant, la difficulté, c'était quand même d'aborder ça parce que, bon, mais qu'est-ce qui va se passer si je dis que, etc. Donc ça a été quelque chose de très important et une découverte et aussi une difficulté aussi à retravailler. C'est pour ça que, certes, on a été capable d'innovation les uns et les autres, mais on a quand même fait ça rapidement, du bricolage, même si on est parfois des bricoleurs de génie. Et donc, ça nécessite qu'on puisse capitaliser et mieux organiser les choses, notamment en termes de formation au savoir-être dans cette question-là très précise. Et puis après, la question des finances, nous, on n'a pas eu de finances supplémentaires, puisque la réponse de la DDCS a dit protocole très bien voilà, mis en place, etc. Mais vous restez sur votre budget de fonctionnement et vous ne dépassez pas. Même si depuis, on a effectivement des questions sur le surcoût Covid. Mais ça semble être quand même une vraie question autour de ça pour pouvoir aller plus loin, parce que là, on était sur un objectif qui était le confinement. Évidemment que si on continue l'action, ça va être un objectif autre qui sera de prendre en compte le quotidien des personnes et comment les aider par rapport à ce quotidien vis-à-vis de consommation importante. Il y a eu un événement aussi assez étonnant, c'est la difficulté de reconnaître qu'il y a problème d'alcool et qu'on a besoin de ce programme-là de la part des usagers. Donc là aussi, on est dans quelque chose à retravailler qui nous déplace les uns et les autres, tous, dans cette façon de faire, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près. Tout à fait. Peut-être rapidement une autre question. Au sein des autres secteurs d'activité de l'association Avitarel, est-ce que durant la période de confinement, les pratiques que vous avez mises en œuvre, elles ont aussi été réinterrogées, elles ont pu avoir une résonance aussi dans d'autres activités que l'hébergement en propre? Vous avez parlé un peu on a parlé un peu d'insertion par l'activité économique et d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres champs finalement où ces pratiques de réduction des risques et éventuellement de mise à disposition, elles ont essaimé au sein de votre propre association? Donc, il n'y a pas eu d'autres essaimages de même pratique, puisque donc les autres lieux, c'est un restaurant d'insertion, c'est des maisons relais, c'est un CHRS femmes avec enfants, voilà, et des actions diffuses et le SAMU social. Voilà. Donc, et non, il n'y a pas eu ce même type d'action innovante, même si, j'allais dire, pour tous, il y a eu cette question, enfin, cette question-là est là depuis tout le temps, quoi. Ouais. Est-ce que je peux apporter un complément? Oui. Sur 45 personnes qui ont participé à ce protocole, enfin je parle des résidents bien sûr, il n'y en a eu que 3 qui n'ont pas voulu qui ont voulu être seuls avec le médecin au moment de la visite. Donc tous, en fait, ils ont vraiment bien joué le jeu, j'ai envie de le dire comme ça, et surtout que l'éducateur qui normalement les accompagne était aussi présent
à certains moments, bien sûr, quand le temps pouvait leur permettre. Donc, ce qui provoquait en fait une proximité sur des sujets qu'ils n'abordaient pas, comme disait le docteur Lévis tout à l'heure, sur des sujets qu'ils vont aborder difficilement au quotidien. Et là, dans cette proximité-là, ils se sont vraiment ouverts, sachant que tout ce qui se disait là, à ce moment-là, était tout à fait confidentiel. Et puis surtout qu'ils vont signer ce protocole. Donc, je pense que le fait de signer aussi, c'est s'engager à respecter certaines choses, pas seulement pour celui qui signe, mais pour tous ceux qui sont présents. Et je pense que ça a eu un impact quand même assez important. En termes d'évaluation, moi aussi, je pense qu'il faudrait voir, en fonction des différents lieux qui ont été mis en place, qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'on a quand même vécu sur Montpellier 2 événements dramatiques, une overdose d'alcool et une overdose certainement d'opiacés dans 2 lieux différents. Donc, c'est comment on accompagne ça et comment on fait aussi de la formation. Et donc, en termes de département d'addictologie, on a fait de la formation sur limiter les consommations massives, limiter les overdoses opiacés. On a doté un certain nombre d'endroits de Prénoxade, etc. Donc, il y a de multiples actions qu'il faut mener pour avoir une action globale, quoi. C'est pas une seule action qui. Est-ce que je pourrais parler? Tout à fait. Oui. C'est Dominique Calonne du CRPA Hauts-de-France et également du CNPA. C'est pour vous dire qu'au CRP et au CNPA, ça fait au moins 6 ans qu'on préconise de faire entrer de l'alcool dans les structures et qu'on voit qu'il y a moins de problèmes. Comme vous dites, il faudra revoir un peu les règlements intérieurs et les règlements de fonctionnement. Parce qu'on voit, il y a déjà des expériences, on voit que quand on peut faire entrer de l'alcool dans les structures, il y a beaucoup moins de problèmes que si on ne peut pas. Parce que les personnes ne s'alcoolisent pas avant de rentrer dans les structures, étant donné qu'elles peuvent encore boire modérément, bien sûr, à l'intérieur. Absolument, mais ça correspond aussi à ce qu'on voit un peu se mettre en place là dans les structures et qui fait même l'objet aujourd'hui de recommandations des pouvoirs publics dans une certaine mesure sur cette nécessité du principe de la réduction des risques. Merci beaucoup pour cette contribution. Je vous propose qu'on passe qu'on prenne encore une question pour Martine sur la notion de secret partagé. On l'évoquait tout à l'heure. La question, c'est quelle pratique du secret partagé entre les professionnels de santé et les travailleurs sociaux dans l'accompagnement des personnes. Et ça fait un peu le lien aussi avec la question des outils innovants, notamment à distance, qu'on peut mettre en place ou préconiser. Comment vous avez pu traiter cette question sur Clémence Isard? Au-delà de Clémence, on a travaillé donc avec la FNARS et la Fédération dans la région. Ici, déjà, je dois dire que nous avons monté 8 formations, c'est-à-dire pendant 4 ans, des formations à Montpellier et à Toulouse, où chaque fois nous avons 20 à 25 participants sur la question, effectivement, réduction des risques et inconditionnalité de l'accueil et hébergement. Voilà, donc ça, c'est quand même très intéressant pour la progression des pratiques mutuelles. Et cette question du secret partagé, elle a été évoquée aussi dans une journée qu'avait organisée la FNARS, où nous avions invité un psychothérapeute et une juriste. Alors déjà, un secret partagé, ça n'existe pas. Si c'est un secret, il n'est pas partagé. Voilà. Et la loi est très précise là-dessus, c'est-à-dire que on doit, dans une équipe pluridisciplinaire, on doit donner aux autres les éléments qui sont absolument nécessaires à la pratique de l'autre et avec l'accord des usagers. Voilà. L'accord de l'usager est vraiment le point nodal, le point central. On ne parle pas dans son dos, on parle avec lui. Donc, à partir de là, ce qu'il va lui considérer comme essentiel est important et va nous permettre d'engager ce partage. La deuxième chose, c'est par exemple lorsqu'il y a des éléments où quelqu'un a contrevenu au règlement d'un CHRS et que l'équipe du CHRS en avertit l'équipe du centre de soins. Alors, dans ces cas-là, moi, je tiens vraiment à ce que l'usager sache qu'on va être informé. Voilà, c'est important.
nous devons absolument être dans un accompagnement à égalité. Je pense que c'est cette notion, à égalité ensemble pour cet accompagnement. Donc, de fait, par exemple, sur des entretiens autour des consommations, effectivement, ça peut tout à fait être intéressant si l'éducateur du centre d'hébergement est présent au moment de cette évaluation. Et ça aussi, c'est aussi avec l'usager et en même temps, bien sûr, on ne peut pas, nous, de la part d'un centre de soins, avoir une forme d'entente avec l'usager qui ne pourrait pas s'intégrer dans le règlement d'un centre d'hébergement. C'est important qu'il y ait le respect de tout le monde là-dedans, le respect de l'usager, le respect des règles qui ont été posées et le respect d'éléments intimes que là je mets sur le cadre du secret, qu'il peut d'ailleurs confier à des membres du centre d'hébergement ou à des membres du centre de soins. Ça, c'est lui qui décide de qui il choisit comme confidentiel. Mais une chose est sûre, c'est que ce contrat à trois doit être vraiment un contrat à égalité. On ne peut pas être complice du CHRS contre l'usager, complice de l'usager contre le CHRS. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui doit se penser ensemble pour préparer effectivement ensemble un programme d'insertion, parfois de soins, en tout cas d'accompagnement des consommations. Bien sûr, voilà, sur cette question, en tout cas, nous, on est très, très tranchés. Et bon, pour ne rien vous cacher, on travaille dans ce sens-là depuis 1997. Et c'est vraiment une pratique que nous avons éprouvée, donc je ne sais pas combien ça fait, 97-2020. Mais en tout cas, ça fait un certain temps. Et les partenariats qu'on a créés avec les centres d'hébergement ont été des partenariats que nous avons créés avec une convention entre les deux associations, donc les deux présidents signent, et ensuite il y a un contrat d'accompagnement, l'usager étant au cœur de cet accompagnement, avec quelqu'un du centre de soins et quelqu'un du centre d'hébergement. Donc c'est là où il y a, voilà, il me semble qu'il y a plusieurs niveaux de contrat, de réflexion, et bien sûr, les associations s'engagent à réfléchir ensemble à ce qu'elles mettent en œuvre pour le mieux-être des usagers, évidemment. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Martine. Je propose qu'on prenne une petite question très précise pour toi, Catherine, et puis ensuite on passe au chat pour avoir quand même le temps de discuter. Donc, une question très précise qui nous est remontée. Le dispositif de contact tracing qui est en train de se mettre en place sera-t-il adapté au public vulnérable? Des aménagements ou adaptations sont-ils déjà prévus? Est-ce qu'on est en mesure de répondre à cette question, Catherine? Alors, malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'y répondre très précisément. Par contre, ce pourquoi on plaide, nous, de notre côté, c'est justement de faire en sorte qu'on ne confonde pas tracing et tracking, comme on a pu le lire à certains endroits. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de pouvoir participer avec les méthodes que nous connaissons bien les uns et les autres, c'est-à-dire dans des pratiques d'aller vers, dans des pratiques d'aller à la rencontre, dans des pratiques de maraude, dans des pratiques qui consistent à proposer sans s'immiscer, sans imposer une rencontre au public qui est le plus éloigné de ces pratiques-là, de pouvoir justement du soin et même de l'idée du soin et même de l'idée de se protéger, de l'idée aussi de la prévention, de pouvoir en confiance, du coup, pouvoir accéder à des mesures de test. Déployer des brigades, fussent-elles renommées anges gardiens, ne va vraisemblablement pas nous permettre d'atteindre
les plus précaires. Martine parlait tout à l'heure des grands précaires. Alors, pour ceux auprès desquels une relation est déjà établie, pour ceux avec lesquels un accompagnement est déjà en place, il est tout à fait intéressant de penser à ce que nous mettions en place les partenariats avec des centres hospitaliers, avec des laboratoires, bref, qu'on puisse, là où c'est possible, du coup, proposer des tests adéquats, des analyses sérologiques, etc. Ça, c'est tout à fait bienvenu. Là où la question du tracing nous pose un peu plus de questions aujourd'hui, en sachant que ça se met en place encore de façon pas très cohérente et surtout assez inégale sur les territoires, là où on peut effectivement nous jouer un rôle, c'est dans cet accompagnement à la proposition de se tester pour mieux prendre en compte, pour mieux confiner. Martine l'a dit tout à fait justement tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée pour nous, c'est se protéger tous en se protégeant individuellement. Et c'est, je crois, vraiment cette idée qu'il faut qu'on accompagne auprès des publics, encore une fois, les plus éloignés, et qu'on y contribue, nous, de notre place, de cette manière. Encore faut-il qu'on soit en effet considérés comme des professionnels relais, des professionnels ressources, que nous soyons professionnels de santé ou que nous soyons professionnels du social, et comme en capacité à avancer cette proposition, comme on peut avancer un certain nombre d'autres propositions de dépistage, comme on a pu le faire à travers les années d'ailleurs en matière de réduction des risques. Donc voilà, en tout cas, nous, ce pourquoi on plaide, c'est oui, en tout cas, la Fédération Addiction a produit aussi une note là-dessus, oui, on propose de tester, de protéger pour mieux accompagner, on propose d'y participer. Encore faut-il qu'on ait les moyens de le faire et que ça ne soit pas ressenti comme quelque chose de stigmatisant, quelque chose de désignant. Et je vous rappelle aussi qu'on a une grande partie de qui doit encore bénéficier des mesures d'anonymat, des mesures, voilà, parce que se faire dépister quand on est usager de drogue illicite, j'entends, eh ben, c'est toujours compliqué. Donc voilà, c'est quelques éléments qu'on peut échanger à ce stade. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. On va passer à la synthèse des questions du chat qu'Adrien mène de main de maître. Juste pour vous dire en transition qu'on a la Fédération Addiction et en lien avec l'INSERM sur une étude visant à capitaliser les pratiques, alors pas seulement du côté addicto, hein. Donc on va pouvoir avoir des éléments là-dessus. On reviendra avec Marie-Geoffrey Roustip de l'INSERM, qui, je le sais, est avec nous aujourd'hui, vers vous pour mener cette capitalisation, puisqu'il y a un vrai enjeu de ce côté-là, on l'a bien établi. Adrien, je te passe la parole pour les questions qui remontent du chat, si tu veux bien. Oui, alors on a une série de questions, on va les prendre successivement, éventuellement sur des réponses assez rapides. La première, peut-être pour l'association Clémence Isor, à voir aussi avec vous autres à côté, sur le sujet de l'accompagnement à la réduction des risques sur le tabac et l'usage possible de la vape sur la nicotine, voire sur le CBD en accompagnement des personnes. Est-ce que éventuellement c'est une expérience, une pratique que vous avez, et est-ce que vous auriez des choses à dire sur ce sujet? Oui, tout à fait. La FAS Occitanie et la Fédération Occitanie ont un programme ensemble sur la réduction du risque tabac et sur l'accompagnement à la question du tabac parmi les publics en précarité. Alors, voilà, malheureusement, ça ne marche pas des masses. Ça ne marche pas très bien. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a non pas résistance, mais je pense un faible intérêt pour cette question. Donc, un de nos travaux principaux étant de mobiliser les équipes pour, voilà. L'autre aspect, c'est de pouvoir mobiliser le CCRPA, qui serait un acteur précieux dans cette démarche, parce que pour le coup, je pense que cette mobilisation va marcher. Et ce qui marche bien, c'est quand on fait des réunions avec des usagers dans les centres d'hébergement. Là, pour le coup, ils sont très intéressés, très intéressés. Discuter de leur expérience, etc. Alors, pour ce qui est de la réduction du risque tabac,
Tout le monde sait que la vape a une très mauvaise réputation. On sait par qui elle a été faite. Les lobbies tabacaux, évidemment, ont sorti des évaluations sur la dangerosité, sur ceci, sur cela. Évidemment, au moins que les gens continuent à fumer Camel et Marlboro. C'est beaucoup moins dangereux, tout le monde le sait. Le professeur Dotzenberg, qui est un des éminents pneumologues en France, a vraiment mené un travail de pédagogie à tous les niveaux, au niveau de la Direction générale de la santé, au niveau de tous les acteurs, pour qu'effectivement la vape puisse être utilisée. Je peux parler d'une expérience concrète. Depuis 3 ans, 4 ans, depuis qu'il y a le mois sans tabac, on a mis en place au centre de soins une expérience. Tous les usagers qui veulent essayer la vape, on a acheté des vapes, on a acheté des produits, on leur fait tester, machin, on discute. Et effectivement, ça marche vachement bien. Les problèmes qui se trouvent après, c'est quoi? C'est un, pour recharger les petits outils. J'en ai un, je le montre, voilà. Un, pour recharger ces petits outils. 2, à moins d'être assez chers, ils n'ont pas une durée de vie très longue. Donc, on a eu une autorisation que j'ai arrachée à l'ARS, je dois le dire, pour pouvoir en acheter. Mais certaines ARS sont restées extrêmement fermes là-dessus. Donc, la Fédération Addiction est montée au créneau sur cette question pour dire qu'il n'est pas normal. Réduire les risques ne veut pas dire risque zéro, veut dire risque moins grave. Oui, il est moins grave et moins dangereux de prendre la e-cigarette. Oui, absolument. Alors, après, les tests, les patchs nicotiniques, c'est vrai qu'ils n'ont pas une super réputation. Les gens résistent à l'utiliser. Nous, on a fait une proposition qui était de dire les cigarettes les plus dangereuses sont celles du matin. Est-ce que vous accepteriez de tenter de mettre des patchs le soir avant d'aller au lit pour voir le matin votre besoin de tabac? Voilà, pour qu'ils fassent toujours pareil, le principe d'auto-évaluation, faire une auto-évaluation de leurs besoins de tabac, et un certain nombre d'entre eux se sont aperçus qu'effectivement, c'était divisé par 2 ou 3. Et là, pour le coup, ils y ont vu un gain intéressant. Voilà. Parce que les clopes du matin, elles font remonter le taux de nicotine et du coup, ils étaient extrêmement mal avant d'avoir fumé les 3, 4, 5 clopes de la matinée entre 7, 8 heures et 11 heures du matin et des fois plus. Voilà. Donc au fond, en matière de réduction des risques, ce qui est intéressant, c'est de se mettre d'accord avec un usager pour vivre une expérience. Ce n'est pas toute la vie que tu vas arrêter le tabac. Ce n'est pas pour toujours, parce que le mot pour toujours, parfois a des connotations insupportables. Hein. Quand même, l'addiction, pour beaucoup d'entre eux, c'est une solution plus qu'un problème, même s'il y a des problèmes dans cette solution. Donc, on va essayer de progressivement passer au… Vu qu'on a une série, on a une petite dizaine de questions, à ce que je vois qu'on succéder. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire un vrai plaidoyer sur la question de la réduction du risque tabac. J'en arrête là. Eh ben, c'était vraiment enrichissant. On va avoir une question à la suite de ça sur les conséquences éventuelles du travail, sur le travail de nuit, sur l'autorisation. J'imagine que c'est une question qui est liée à l'autorisation de l'alcool en structure et éventuellement la mise à disposition. Donc, j'adresserai peut-être plus volontiers cette question à la Vitarelle sur est-ce que vous, sur la fonction veille de nuit ou sur la présence de nuit éventuelle de personnel d'accompagnement social, est-ce que vous, dans vos fonctionnements, il y a une conséquence sur l'impact du travail de nuit des modes de fonctionnement que vous avez développés autour de la réduction des risques? Bonjour, Caroline Allemand, du coup responsable de la résidence Akala. Effectivement, la difficulté des consommations d'alcool la nuit est plus importante. Du coup, pour les veilleurs de nuit, on remarque que les incidents arrivent particulièrement la nuit, puisque les personnes consomment plus sur ces moments-là. Et du coup, les veilleurs de nuit sont beaucoup plus confrontés à de la violence que l'équipe de jour. Alors, pendant le confinement, on n'a pas eu plus de difficultés pendant le confinement qu'en temps normal, mais se pose la question de comment réussir à encadrer les personnes quand elles sont sous alcool et donc en incapacité de rentrer calmement ou de faire moins de bruit, etc. Et c'est une question qu'on se pose encore aujourd'hui et qu'on essaie de travailler en lien entre équipe jour et équipe nuit
mais c'est une de nos principales difficultés sur les consommations d'alcool actuellement. On a une autre question pour les personnes qui, de fait, n'ont pas été confinées en hébergement, en tout cas avec le support d'une équipe sociale, les personnes qui ont par exemple pu être hébergées chez des tiers ou qui ont été confinées en squat, par exemple. Ce que je comprends, est-ce que du coup, est-ce que vous avez peut-être l'expérience des modalités d'accompagnement qui ont pu aller vers en fait les personnes qui étaient pas directement dans l'hébergement? On pense aussi éventuellement aux personnes qui sont en hôtel. Je pense que, parce que j'ai compris, peut-être Clémence Isor, vous avez une expérience aussi là-dessus, mais ça peut être tout à fait quelqu'un d'autre. Je ne suis pas forcément à moi de savoir là. J'ai dû m'absenter 2 secondes pour répondre à un SMS urgent. Vous pouvez me redire? Alors, il y avait une question sur justement la question de la continuité de l'accompagnement pour les personnes qui n'ont pas été directement hébergées en centre d'hébergement, qui ont été hébergées parfois à l'hôtel ou chez des tiers. Et la Oui. question de la continuité de leur accompagnement sur le plan de la réduction des risques. En tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends la question d'Élodie. Est-ce que vous, du coup, vous avez aussi une expérience de continuité de l'accompagnement de personnes qui n'étaient pas en hébergement collectif, qui étaient soit hébergées chez des tiers, soit à l'hôtel, par exemple, pour pouvoir continuer à leur proposer un accompagnement sur les substances durant la période de confinement et éventuellement ce que vous en retireriez pour la suite? C'est-à-dire que le fait d'accompagner des personnes qui habitent ailleurs, c'est la pratique quotidienne des centres de soins de prévention et d'accompagnement et celle des centres d'accueil d'accompagnement à la réduction des risques. Donc j'ai envie de dire, là, il n'y a strictement rien de nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a rencontré des nouvelles populations avec lesquelles on a vraiment eu un lien et que ce lien, bien évidemment, ils vont pouvoir le continuer, soit par téléphone, soit en venant nous voir, puisque tous les centres sont ouverts et sont d'ailleurs restés pour une grande partie des centres en tournant entre télétravail et présence. Donc, bien évidemment qu'on est prêt à poursuivre des accueils, parce que ce dont on parle là, c'est du coup du lien. Et la réduction des risques, elle est prise dans la question du lien. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment, comment dire, on ne distribue pas des outils, on ne distribue pas des objets. C'est vraiment, comment dire, oui, entrer en relation avec quelqu'un et en plus, effectivement, on peut donner des outils, mais je pense que cette qualité de lien, j'espère qu'elle va perdurer et bien évidemment, les gens peuvent revenir. On donne toutes les coordonnées des lieux qui existent où ils peuvent continuer, mais c'est vraiment notre pratique quotidienne, celle-ci. C'est notre pratique quotidienne. Alors, on va passer à une question suivante. Il y avait une question de Stéphane qui posait la question de comment on peut rendre visible la manière dont nos missions se sont adaptées, dont les jours d'ouverture sont adaptés, la manière dont en fait, donc c'était un peu abordé à travers la question des surcoûts, hein, mais la manière dont on a vraiment fait preuve d'adaptation. Donc, comment est-ce qu'on met en valeur ces éléments-là? Alors peut-être du côté de la Fédération Addiction, vous auriez peut-être des éléments de réponse sur comment maintenant, pour la période qui vient, on peut réussir à mettre en valeur ces pratiques innovantes. Oui, Catherine, je pense que c'est une question que tu peux éventuellement commencer à aborder, même si on n'a pas toutes les pistes de réponse. Non, mais alors là aussi, c'est en cours de façon très concrète, très opérationnelle, en étant en lien avec les ARS, que ce soit les ARS régions ou les DT-ARS, hein, mais aussi les DDCS. Enfin, nous recevons tous un certain nombre de tableaux carrés qui comportent entre 2 et 162 items à renvoyer toutes les semaines. Je pense qu'au-delà de répertorier ce qu'on fait, avec qui, comment, etc., c'est tout à fait important aussi de valoriser comment nous avons adapté nos pratiques professionnelles. On a collecté ça dans nos réseaux. Je sais que du côté de la Fédération Addiction, on a beaucoup valorisé des pratiques et les nouvelles pratiques professionnelles, je dirais, de travail à distance.
c'est-à-dire par visio, par téléconsultation, par téléphone, mais aussi la façon dont on a, parce qu'on est aussi dans une nécessité de lien avec un certain nombre de nos publics, mais aussi dont on a adapté nos structures, nos modalités d'intervention pour justement continuer d'être en lien physique, au contact, si possible à 1,50 m, mais parfois il fallait l'être à moins, mais au contact de cette population. Donc, je crois que ça, c'est tout à fait important de pouvoir le valoriser, de pouvoir le répertorier de façon quantitative, mais aussi de façon qualitative. Et là, je refais un lien effectivement avec le travail notamment qui est conduit par Marie Geoffrey-Roustide et quelques enquêtes aussi qui nous permettent de valoriser ça. Mais je crois que c'est tout à fait important de contribuer aussi à ce type d'études, ce type de recherche pour témoigner là aussi sur les aspects, je dirais, objectifs, mais aussi sur ce que, du côté subjectif, ça a mis en mouvement aussi sur l'évolution de nos postures, l'évolution aussi des réactions d'un certain nombre d'usagers à des propositions qui n'étaient pas forcément entendables, pas forcément recevables. Bref, il y a tout un tas, là, je pense, dans cette période-là. C'est vrai qu'on est mobilisé beaucoup sur l'urgence et sur la gestion de la crise, mais je crois vraiment qu'il faut qu'on prenne toutes les dispositions pour collecter, pour analyser et pour participer justement au travail qui seront faits par les chercheurs de ce côté-là. Alors, on a une autre question sur le déconfinement qu'on peut peut-être adresser à Vitarel sur le plan des pratiques. Maintenant que justement le cadre contenant que vous avez mis en place pendant le confinement sur la mise à disposition et du coup l'espace de parole que vous avez pu libérer sur la question des consommations en lien avec les travailleurs sociaux et le cadre d'accompagnement qu'ils peuvent avoir, maintenant que le confinement prend déjà fin et qu'on est déjà sur des mesures de déconfinement, comment est-ce que vous voyez vos pratiques finalement s'adapter? Comment vous allez donner une continuité éventuellement à ce protocole que vous avez mis en place pour la suite, dans le sens où on est quand même dans une période où on n'est pas dans une totale liberté de circulation, on est dans une période aussi de crise économique qui s'amorce et du coup de réelles difficultés financières pour les personnes. Comment est-ce que vous voyez la suite de ce protocole-là que vous avez mis en place continuer? Comme question, du coup, je pense qu'il est important qu'on évalue déjà tout ce que ça a pu produire. Et cette évaluation, ça va aussi passer par le fait d'aller voir les personnes qui ont participé à ce protocole, qui en ont bénéficié, et de leur poser directement la question en leur demandant où ils en sont maintenant avec le déconfinement, est-ce qu'ils rencontrent encore des difficultés, et ensuite de pouvoir voir si on peut leur apporter une réponse. Après, c'est un projet qu'on a mis en place très vite, on l'a écrit en 2 semaines, et du coup, c'est compliqué de repenser la même chose au vu des coûts que ça a coûté, au vu de l'organisation de l'équipe, parce que ce projet a aussi pu être mis en place parce qu'on était focalisé sur ce genre de besoins. Maintenant, on reprend petit à petit les accompagnements, et donc du coup, en termes d'organisation d'équipe, c'est compliqué aussi d'ajouter tout ça là actuellement. Donc c'est une bonne question, et je pense qu'il faut qu'on se penche là-dessus assez rapidement avec l'ensemble des collègues de l'équipe et avec la direction de l'association. Je rajoute, excusez-moi. Je peux peut-être ajouter que du côté des centres de soins et des CARUD, ça va être la même chose. On a réussi à pouvoir dégager une équipe interventionnelle extrêmement rapide parce que tous les services du CARUD n'étaient pas ouverts. On ne pouvait pas d'ailleurs, hein, c'était infaisable. Pour des questions d'hygiène, on n'avait pas de masque au début, donc on a pu déployer toute une partie de l'équipe pour aller vers. Mais là, maintenant, quand on va reprendre à plein, voilà, c'est 80 personnes d'un côté, 60 de l'autre, des fois 90, les animaux. Je ne sais pas comment on va pouvoir être dans le dedans et le dehors. Donc, soit effectivement, les pouvoirs publics considèrent que ces pratiques ont été intéressantes et ils stabilisent des actions dans la durée avec 2-3 intervenants sur ces équipes mobiles en partenariat avec d'autres, bien sûr.
soit effectivement, on va tous rentrer chez nous et tout ça sera une histoire passée, ce qui serait fort dommage. Fort dommage. Très dommage. Voilà. Alors, c'est Marilyn, l'infirmière d'Akala. Je rajoute aussi que sur les 45 participants, il y en a eu quelques-uns qui ont repris des accompagnements avec leurs addictologues du passé. Ils avaient arrêté pour des raisons diverses. Donc, certains ont repris leur suivi et d'autres ont commencé les suivis. Donc, déjà, une toute petite réponse par rapport à cela, c'est que on maintient ceux, en tout cas, qui ont commencé les suivis ou qui ont recommencé ces suivis. Donc, voilà, on essaie de les maintenir dans cette attitude. Et puis, bien sûr, pour les autres, eh bien, les recevoir au fur et à mesure pour connaître, comme disait Caroline tout à l'heure, où en sont leurs consommations et est-ce qu'ils ont besoin voilà, d'être accompagnés à ce moment-là. Alors, certains à qui a été demandé justement s'ils étaient intéressés par un suivi, ils n'étaient pas prêts au moment. Bon, c'est toujours une question qu'on pourra toujours reposer, à savoir s'ils sont prêts à commencer un suivi. Alors, on va arriver à la fin de cette phase de questions. Merci beaucoup à vous. Il y aurait sûrement d'autres questions qui pourront être traitées plus tard dans d'autres cadres. Je vais justement passer la parole à Lorraine. En tout cas, merci beaucoup pour les réponses que vous avez pu apporter. Et ça, c'est des réponses qui amènent elles aussi d'autres questions. Et j'espère que nous aurons de nouveau l'occasion de pouvoir échanger sur ces sujets-là prochainement. À toi, Lorraine. Oui, merci beaucoup. J'espère que c'était aussi intéressant, voire plus pour vous que pour moi. Juste pour vous dire, avant de passer la parole à Catherine pour la conclusion, que la Fédération Addiction tient à votre disposition, à la disposition de tout le monde, sur son site internet, une série de vidéos mises en place pendant le confinement qui permettent de répondre et d'apporter des éléments sur des questionnements qui remontaient des adhérents de la FAS notamment. Vous trouverez ça sur le site internet et sur la chaîne YouTube de la Fédération Addiction. Nous avons aussi mis en ligne une foire aux questions à dispo de tous et une petite note sur les maraudes notamment communes et le respect des mesures barrières dans les maraudes pour mettre en place les conditions optimales de sécurité. Donc, Catherine, qui est de retour avec nous, va pouvoir conclure. Je vous remercie beaucoup et on sera amené à vous reproposer, si vous en êtes d'accord, ce type de format, puisque c'était une première pour nous. Catherine, je te passe la parole. Oui, excusez-moi, j'ai eu une interruption de connexion. Donc, voilà, je vous ai quitté un moment, je n'ai pas entendu la fin. En tout cas, peut-être pour essayer de conclure sans tout à fait conclure, parce que là, on est effectivement dans un moment important et c'est donc important qu'on ait pu aussi réunir ce webinaire et je vous remercie à la fois de l'initiative et de la participation parce que on est à la fois sur les premiers éléments de bilan de cette période de confinement, de cette période d'évolution des pratiques professionnelles, d'évolution réglementaire, et à la fois du coup sur ce moment de transition hyper important où on est vraiment dans une logique de marathon, puisqu'il faut continuer de rester hyper mobilisé pour justement pendant cette période de transition continuer de porter l'évolution de nos pratiques sur le terrain, c'est-à-dire de s'accompagner les uns des autres, de s'étayer, de travailler plus en lien avec les usagers, avec leurs représentants, et puis en même temps d'intervenir toujours auprès des pouvoirs publics pour justement leur rappeler que dans une période de transition, quand on passe d'un état à un autre, c'est surtout pas à ce moment-là qu'il faut réduire les moyens, il faut au contraire les renforcer, il faut au contraire les maintenir un moment pour atteindre un autre état. Et puis vraiment, je dirais que
le moment aussi clé de cette période-là, ça va être de quelle manière on va pousser un peu plus la question de la citoyenneté. La question de la citoyenneté, c'est-à-dire l'accès à la santé pour tous, mais aussi la reconnaissance de la responsabilité pour tous. Donc ça, je crois que là, on est vraiment dans ce moment-là et qu'on a aussi, nous, encore beaucoup à faire dans ce travail de terrain, de réseau et puis de diffusion de nos orientations politiques ensemble. Voilà, et ben, il nous reste à vous remercier, à vous donner rendez-vous très prochainement, à vous souhaiter plein de courage et tout notre soutien. On vous rappelle donc, comme ça a été mis dans le chat, qu'il y a un petit questionnaire qui va circuler après pour savoir quel thème vous souhaiteriez aborder ensuite. Voilà, donc je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.